une recherche qui a commencé dans le cadre du CIC à Genève. C'est le Centre intercantonal d'information sur les croyances, qui est un pôle de recherche appliquée. Et dans ce contexte-là, on a aussi un guichet public où on reçoit en fait au quotidien des demandes qui nous sont adressées de personnes qui viennent d'horizons variés et qui ont des questions, des curiosités, des craintes, qui veulent avoir des informations sur des questions religieuses en Suisse. Et c'est dans le contexte de ce guichet public qu'on a commencé à partir de mars 2020 à avoir un certain nombre de questions qui nous étaient adressées au sujet du complotisme en général, mais aussi des inquiétudes de personnes vis-à-vis de proches qui commenceraient à formuler disons, des thèses proches de la mouvance QAnon. Et voilà, donc c'est une recherche qui a débuté plusieurs mois avant les élections présidentielles aux États-Unis. Et en fait, il y a plusieurs travaux qui ont été publiés à ce moment-là qui montraient que les thèses de QAnon avaient un certain écho dans les milieux évangéliques aux États-Unis. Je me réfère aux travaux de Jean-François Meyer, Jonathan O'Donnell, mais aussi les réflexions de Philippe Gonzalez, qui est aussi un spécialiste des milieux évangéliques. On s'est rendu compte, en commençant à suivre certains de ces discours en ligne, que finalement, la crise sanitaire va donner un peu un nouvel élan à ces thèses et amplifier leurs horizons de diffusion un peu au-delà du public originel de cette mouvance qui finalement était composé des électeurs effectifs de Trump aux États-Unis. Et on s'est intéressé à la réception de ces thèses, plus particulièrement dans le contexte roman. On a décidé aussi, vu du confinement, des mesures sanitaires et du report un peu massif des activités sur des plateformes numériques, que cela avait rendu visible en fait les activités de personnalités qui jusque-là avaient été, disons, moins visibles ou avaient moins d'audience. Et c'est ce report massif de ces activités en ligne, en fait, qui nous a poussé à adopter ces approches qui sont aujourd'hui encore un peu expérimentales en sciences sociales et humaines, qui sont les méthodes cyberethnographiques ou voilà, d'ethnographie en ligne, de cyberterrain. Et là, en particulier sur les espaces interactifs. Donc, on a décidé de travailler sur des pages YouTube, Facebook, mais aussi travailler sur d'analyse de blogs, des sections commentaires, des échanges. Et à quelque part, on a aussi fait un peu de la netnographie, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à suivre un peu l'organisation en réseau de personnalités qui diffusent des thèses soit qui se revendiquent ouvertement de la mouvance QAnon, soit qui sont proches et qui ont un ancrage en Suisse. Donc, on a analysé une quarantaine de vidéos en ligne, en particulier des vidéos qui étaient à ce moment-là sur des pages Facebook. Après, pendant les élections présidentielles, il y a eu un certain nombre de pages justement qui ont été fermées. Donc, il y a eu ensuite d'autres canaux de communication qu'on a analysés. Et pour l'analyse des vidéos, on a particulièrement fait de l'analyse des discours pour essayer de comprendre un peu l'univers de sens de ces acteurs. Est-ce qu'ils s'inscrivaient dans une ligne QAnon stricte? Est-ce qu'il y avait des différences justement avec les tendances qui ont été observées aux États-Unis? Quels étaient les registres de langage, les champs discursifs, les vocabulaires qui étaient utilisés, un peu la structure rhétorique aussi? Puis là, on a suivi une logique un peu thématique. Donc, on a comparé les vidéos entre elles et on a essayé de voir s'il y avait finalement une récurrence de schémas narratifs. Est-ce qu'il y avait une récurrence de thèmes? Est-ce qu'on pouvait dégager un peu des sensibilités communes entre ces différents acteurs? Et effectivement, si on s'est rendu compte que c'était quand même très éclectique, avec des références très multiples, des trajectoires qui sont assez diversifiées, il y a quand même des tendances communes qui se dégageaient, qui finalement étaient un peu le point de départ de montrer la spécificité en fait, de la réception suisse en fait, des thèses de QAnon. Et ces sensibilités communes étaient particulièrement une approche holistique du corps et de la santé, mais aussi des discours avec une tonalité millénariste assez forte. Donc, cette idée toujours de grand réveil, d'éveil des consciences, de transition, un registre parfois aussi néo-chamanique, avec des thèmes aussi caractéristiques du New Age et des nouvelles spiritualités, mais aussi une critique un peu systématique de la gestion étatique de la crise sanitaire et cette dimension du complot, avec l'idée d'un plan mondial lié à la crise sanitaire. Donc ça, c'était un peu, disons, les axes
qui sont dégagés d'une sorte de cyberethnographie exploratoire qui nous a permis de nous dire, ah tiens, là, quand même, dans le contexte de la crise sanitaire, les discours ont une autre teinte que celle que l'on peut observer dans les milieux évangéliques aux États-Unis. Ça nous a permis de formuler une sorte de première hypothèse de recherche qui était que la mouvance QAnon révèle en fait un lieu de rencontre, de croisement entre disons, une certaine frange qui est un peu minoritaire en fait des milieux holistiques, de santé alternative et New Age, le complotisme et puis la droite radicale. Et c'est cette rencontre un peu inédite en fait qui a été notre hypothèse de départ et qui a guidé en fait nos observations par la suite et qui s'est au fait avérée rétrospectivement une hypothèse assez intéressante quand on a vu les événements insurrectionnels au Capitole en janvier 2021 avec la figure de Jake Angeli qui finalement incarnait à quelque part en lui-même avec ses attributs, ses tatouages, son discours, ce croisement en fait entre toutes ces tendances à la fois pro-Trump, à la fois néo-ésotériste, néo-païen, nationaliste et en même temps quelque chose proche du chamanisme ou du New Age. QAnon, donc en fait, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis en soutien à Trump, qui est né sur des réseaux sociaux, notamment 4chan, en 2017. Le terme QAnon, en fait, le Q renvoie à la lettre qui est supposée désigner le secret de défense, et puis Anon qui renvoie à l'idée d'anonymat et d'une sorte de personnage anonyme qui, sur ce réseau social, qui est le canal de l'alt-right, cette droite radicale. Et du coup, c'est sur ce canal qu'est apparu ce personnage qui a commencé à poster des messages un peu cryptés qui renvoyaient à des discours de Trump. Ces posts réguliers sur ce forum, ces drops, qui ont été repris, largement commentés, nous ont aussi tout de suite attiré l'attention parce que dans le schéma de réception, il y avait une forme un peu révélée de discours. Et c'était, malgré les références régulières à l'enquête, il y avait une forme qui renvoyait à certaines façons de révélation religieuse. Le contenu même de ces thèses, on les a reconstruits parce que donc il s'agit de petits posts courts et peu clairs, mais on arrive quand même en les regroupant et puis en analysant la réception et le relais, notamment helvétique, de ces thèses, à reconstruire des propos principaux, noyaux de sens en fait principaux. Le premier, c'est la désignation d'un état profond. Les États-nations ne seraient plus rien désormais, ne constitueraient aucun pouvoir aujourd'hui, mais tout le pouvoir serait concentré dans la main d'un État profond dont on ne sait pas très bien qui c'est, mais c'est des chefs d'entreprise, une élite, un establishment qui dirigerait tout en sous-main. Le deuxième noyau de sens de ces thèses QAnon est celui selon lequel Donald Trump serait en fait une forme de sauveur et ça serait lui qui organiserait la résistance face à ce deep state. Troisième point, les interventions de Trump et de Q seraient en fait le vecteur et l'annonciateur d'un grand réveil. Quelque chose en trame de fond aussi, c'est l'immense complot pédosataniste qui serait ourdi par les élites. Voilà pour les thèses principales. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir comment elles se sont déplacées quand elles ont été relayées en Europe notamment, et donc ici en Suisse, mais aussi en Belgique. Et en France, c'est que la partie pédosataniste s'est un petit peu perdue. Et puis, les thèses se sont principalement concentrées sur cette histoire d'état profond. Par contre, l'idée que Trump lutterait activement contre cet état profond organisé mondialement, ça, par contre, ça a tout à fait été relayé, bien qu'on ne voit pas exactement comment ça peut fonctionner. Et puis, l'idée de grand réveil a aussi été importée. Est-ce que ce glissement de QAnon qui commence comme lié à la galaxie de pensée évangélique et qui finit par nous arriver sous une forme que vous appelez à un moment donné pastel, colorée de New Age, de néo-chamanisme, de réflexion holistique sur la santé. Donc, est-ce que ce changement de couleur du conspirationnisme QAnon se manifeste en Suisse de la même manière que partout dans le reste de l'Europe, ou est-ce qu'il y a une couleur spécifique helvétique d'après vos relevés
de cyberethnographie. Mais ce qu'on s'est rendu compte en faisant cette ethnographie, c'est justement cette formation en réseau, une plateforme numérique en fait qui est composée d'une multiplicité d'acteurs et d'actrices, mais aussi une multiplicité d'émissions avec chacune un peu sa ligne et sa tendance, et une dimension assez transnationale en fait autour de ces espaces, ces canaux de communication entre la Suisse, la France, la Belgique et le Canada, espace francophone, avec en fait une circulation des personnes d'une émission à l'autre, toujours au sein du même réseau, et quand même avec ces sensibilités communes autour de cette approche holistique, santé alternative, un positionnement assez critique vis-à-vis des vaccins, toujours cette dénonciation de ce qui est désigné comme Big Pharma. Et par ailleurs, au-delà de ce réseau, on a pu voir dans le cadre de certaines manifestations publiques, qu'il y a eu notamment à la Place des Nations en septembre 2020 et en février 2021, ces manifestations anti-masques, on a pu voir des militants pro-QAnon avec les pancartes, les inscriptions Q, etc. Et on ne pourrait pas dire s'il existe des lignes strictement QAnon, vraiment plus fidèle à la veine nord-américaine que cette veine QAnon pastel, un peu plus édulcorée, etc. Qui, en fait, de plus en plus organisée au moment où finalement il y a eu ces censures, ces pages qui ont été fermées pendant la campagne électorale, où là, vraiment, il y a ces plateformes un peu alternatives qui se sont mises en place et qu'on a vu qu'en fait, ce n'était pas juste une ou deux personnes isolées, mais qu'il y avait vraiment un collectif en fait, de personnes qui interagissaient sur ces questions. Je pense que c'est intéressant de relever cette hybridation à laquelle on assiste entre le politique et le spirituel. La réception a deux tendances. Une qui est à la base plus politique et qui est teintée de spirituel, et une qui est vraiment plus spirituelle et liée aux soins et qui se politise au fur et à mesure. Et c'est une branche qui n'avait jamais vraiment ouvertement pris position. La question qu'on se pose maintenant, c'est de se demander quel était le noyau politique de ces mouvements-là. Est-ce qu'il y en avait un ou est-ce qu'il n'y en avait pas du tout, et que c'est ce lieu vide du politique au cœur de cette spiritualité qui fait que le premier mouvement qui a une structure qui correspond fonctionne, ou alors s'il y avait déjà quelque chose qui permettait cette hybridation-là. Aujourd'hui, on a l'impression que les deux voies ont été clairement imprégnées l'une par l'autre après la pandémie, et qu'il y a eu un véritable effet de cette hybridation qui était déjà là au départ, mais qui s'est renforcée avec la crise sanitaire. Avec la crise sanitaire. Ouais. C'est une question particulièrement intrigante et particulièrement inquiétante aussi, celle de savoir est-ce que cette conjonction entre une réflexion de type spirituel, santé holistique et tout ça, et des courants politiques rattachés à l'extrême droite, est-ce que c'est une conjonction d'opportunités ou est-ce qu'il y a quelque chose d'ontologiquement déjà présent dans cette nébuleuse liée à la santé alternative qui les orientait potentiellement déjà dans cette direction-là? Ça peut sensiblement varier d'un individu à l'autre. Après, je pense quand même qu'il y a certaines convergences d'intérêts, notamment en termes de visibilité. Certains acteurs sont devenus particulièrement populaires sur les réseaux et d'autres acteurs, du coup, trouvent évidemment un intérêt à venir discuter avec eux sur certaines plateformes. Après, je pense qu'il y a parfois quelques thèmes où ils peuvent se rejoindre, malgré parfois leurs désaccords politiques, mais c'est là où peut-être la thématique du complot, elle peut intervenir par rapport à la défiance, par rapport aux institutions, que ce soit les médias, la science, les politiques. Donc, elles peuvent trouver des points d'intérêt là-dedans. Ce qui nous a aussi le plus questionné par rapport en fait à la tendance initiale des mouvements, des nouvelles spiritualités, de la mouvance de la nébuleuse New Age, qui s'inscrit plutôt dans le sillage des nouveaux mouvements sociaux, de la contre-culture, plutôt à gauche. Et ce qu'on s'est demandé, c'est finalement, est-ce qu'on est face à une nouvelle tendance qui est en train de se dessiner, ou est-ce qu'il a toujours existé en fait des lieux de rencontre entre le complotisme, le néopaganisme ou des formes de New Age ou de néo-chamanisme et l'extrême droite. Et il y a certains travaux qui nous ont inspirés, notamment les travaux de Jean-François Meyer, qui montrent assez bien, en fait, à travers certains concepts, catégories d'analyse, comme celui de religiosité parallèle ou de cultique milieu ou de sous-culture spirituelle,
comment est-ce qu'il y a en fait là tout un fond d'imaginaire et de thèmes, une sous-culture qui est caractérisée par une circulation assez rapide des acteurs à travers différentes offres, différentes voies spirituelles, avec du syncrétisme, avec des recompositions qui sont personnalisées, individualisées, avec un éclectisme assez fort et qui montrent que dans ce contexte-là, on peut comprendre ces hybridations et cette circulation entre complotisme, New Age et extrême droite. Il faut aussi souligner que la partie liée à une contre-culture plutôt de gauche subsiste, et puis qu'on a des échos quand même de ces milieux des soins alternatifs et puis de ces milieux post-New Age qui sont agacés par ces prises de position proches de la droite radicale, qui n'ont pas une telle voix, qui n'ont pas la même utilisation des réseaux sociaux, mais des contacts qu'on a sur le terrain, justement, on a des relais sérieux d'un clivage au sein même de ces milieux-là. Et c'est vraiment important de le rappeler. Et qu'on est face à un phénomène assez minoritaire, en tout cas, mais dans ces milieux-là. Ouais. Et qui a de la visibilité de par les moyens numériques et technologiques, etc. Du point de vue religion, spiritualité, une grosse surprise a été l'apparition de Satan au milieu de tout ça, qu'on connecte assez peu à des nouvelles spiritualités. L'Église n'en parle plus trop. Et là, tout à coup, il réapparaît et il semble traverser la totalité de ce spectre. À la fois, c'est le grand marionnettiste dénoncé par QAnon. Et on l'a vu dans les reportages de ID News sur les activistes anti-loi Covid. Ils se concertent, ces activistes, pour dire on ne va pas trop parler de Satan aux journalistes, même si, évidemment, entre nous, on est bien au clair que c'est lui qui est derrière tout ça. Comment vous comprenez cette réapparition de Satan? C'est une question qui est vraiment intéressante et effectivement qui montre encore une fois les paradoxes de ces milieux. C'est vrai que dans le New Age, il y a très très peu de démonologie et la figure de Satan est pas du tout un référentiel et pas du tout mobilisé. Après, le New Age, finalement, qu'est-ce que c'est? On pourrait passer des heures à le définir. Il y a eu beaucoup de débats différentes approches qui ont amené des définitions différentes. C'est vrai que le New Age, si on le considère un peu comme une matrice de sens ou une grille de lecture ou une grille d'interprétation selon les contextes culturels, va prendre aussi les teintes de l'univers référentiel de la culture en question. Donc, on ne pourrait pas faire de généralité. Mais c'est vrai que la figure de Satan est assez contraire en fait à l'idéologie du New Age qui prône plutôt l'harmonie, une forme d'aseptisation justement de tout ce qui pourrait amener à des représentations négatives, monstrueuses, qui ne se rapportent pas, disons, à un esthétique de lumière, d'amour et d'harmonie qui est promue dans le New Age. Après, ce qui semble très important par rapport à cette question, c'est ce côté recomposition un peu personnalisée qui s'observe en fait dans les milieux holistiques des thèses de QAnon. C'est-à-dire que certaines personnes vont adhérer à l'ensemble des thèses, d'autres vont sélectionner un peu à la carte en fait et intégrer certaines des thèses en leur donnant une cohérence, en produisant une cohérence au sein d'un discours critique vis-à-vis, par exemple, de la gestion de la crise sanitaire. Et d'autres vont épouser certaines thèses et peut-être pas la totalité. Oui, puis je pense qu'on peut aussi dire qu'il y a l'héritage de théories du complot beaucoup plus anciennes que celle de QAnon, ce qu'il y avait déjà eu en 2016 avec le Pizzagate ou avec certaines sociétés comme les Skulls and Bones, le Club des Bohémiens, qui ont déjà fait l'objet de théories du complot. Il y avait déjà ces théories sur le complot pédosatanique. Après, les personnes qui adhéraient à ce type de théorie, ça ne voulait pas forcément dire qu'elles avaient la croyance en l'existence de Satan, mais il s'agissait plutôt de porter une accusation sur ces sociétés qui auraient été des adorateurs de Satan. Donc après, je pense qu'il y a peut-être de ça aussi un peu dans QAnon, où il ne s'agit pas forcément de croire à Satan, mais d'accuser les autres, de lui vouer un culte. Il y a aussi un point important par rapport à cette enquête que vous mentionniez. Nous, on a analysé principalement des discours produits et assumés dans l'espace public. Et on n'est pas allé, faire de l'immersion, donc on n'a pas eu accès à cet arrière-cours. Et dans le discours public, en effet, on a été surpris de voir apparaître Satan, mais en même temps, ce n'est pas vraiment Satan. Et ce qui apparaît, Satan, c'est un peu comme une case vide. C'est important justement de voir que c'est une accusation de satanisme plutôt que Satan lui-même. Et puis, il y a quand même le terme satanique qui circule et qui désigne une série d'ennemis désignés. Vous évoquez dans votre article, parallèlement à la nécessité de creuser
sur ces mouvances-là. L'écueil à éviter, d'avoir une approche, comme vous l'écrivez, réductrice et psychopathologisante, et de prendre une posture démagogique ou populiste face à ces personnes. Je pense qu'il faut déjà commencer par différencier les personnes qui vont vraiment être ce qu'on pourrait appeler des entrepreneurs ou en tout cas des diffuseurs de ces discours, qui sont notamment les acteurs que nous, on a étudiés. Et après, les personnes qui vont réceptionner ces discours, ceux-là, ils peuvent être aussi extrêmement variés. Ils peuvent adhérer en totalité à certains des messages ou n'en sélectionner que quelques-uns. Donc, ils sont aussi difficiles à saisir et identifier clairement. Et en tout cas, je pense que l'approche psychopathologisante, elle est quand même assez présente quand il s'agit de traiter des théories du complot. On a tendance à toujours chercher un petit peu des traits individuels qui expliqueraient l'adhésion ou la croyance. D'ailleurs, on parle souvent en termes plutôt de croyance. On passe souvent sous le tapis, en quelque part, les dimensions plus politiques ou les dimensions culturelles, comme nous, on l'a dit. Et c'est ce que nous, on a essayé de faire, donc de plutôt privilégier l'approche en termes culturels, voilà, donc les circulations de représentation, de conviction, c'est ce qu'on a fait quand on a approché ces milieux New Age, les nouvelles religiosités. On a voulu regarder un petit peu quelles étaient les logiques, les rhétoriques, les représentations du monde, de la santé, etc. Et puis voilà, avec cette approche politiste, on a voulu aussi rappeler en fait que quand on parle de théorie du complot, c'est pas seulement un problème individuel, c'est pas seulement une question d'adhérer ou pas à un discours, ça peut être aussi lié à des contextes particuliers, à voilà, un contexte de crise, dans certains cas des contextes parfois même des classes on en parlait avant, la méfiance dans le contexte actuel de la crise pandémique, de méfiance vis-à-vis des autorités et du pouvoir, qu'il s'agit avant tout en fait d'un problème sociétal, de liens sociaux qui sont parfois brisés, où il y a des incompréhensions, il y a des problèmes de dialogue, et ce n'est pas strictement un problème individuel d'une personne qui serait crédule. Euh, Après, évidemment, on n'est pas à l'abri que certaines personnes aient effectivement parfois certains troubles particuliers, mais on ne peut pas donner uniquement ça comme explication. Ce qui, pour nous, en fait, nous a paru clair dans le fait de ne pas favoriser des approches psychocognitivistes par rapport à ce lieu de rencontre entre une certaine partie des milieux holistiques et de la santé alternative et une certaine réappropriation des thèses QAnon, c'est la difficulté aussi à délimiter un profil social, en fait. On est assez d'accord sur le fait que on n'est pas face à des classes populaires qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui ne vivent pas dans des contextes urbains, qui ne sont pas professionnellement insérés, qui vivent en marge, etc. Donc, au contraire, on est plutôt face à des classes moyennes supérieures, je dirais, qui ont fait des hautes études, qui sont professionnalisées, qui sont même assez bien, très bien intégrées socialement. On l'a vu avec le documentaire qui avait beaucoup fait parler de lui, Hold Up, où on voit que la plupart des acteurs qui sont interrogés dans ce documentaire, ce sont des personnes voilà, qui ont fait de très hautes études, qui ont eu parfois, dans certains cas, des postes importants, parfois dans des organes de recherche ou des universités, mais qui se retrouvent à un moment donné voilà, en rupture, qui vont finalement rejeter ou se mettre dans des postures de défiance vis-à-vis de ces mêmes institutions qui les ont formés. Donc on voit en fait que ce n'est pas un problème non plus strictement d'éducation. Vous vous demandez vers la fin de cet article comment pourront rebondir ces groupes. Est-ce que dans l'intervalle entre le moment où vous l'avez écrit et maintenant, vous avez quelques pistes? De ce qu'on a pu observer, les acteurs qu'on a étudiés, ils sont toujours actifs. Alors pour certains, ils ont dû changer de plateforme parce que, par exemple, certaines chaînes YouTube ont dû être fermées, mais ils sont quand même toujours actifs. Ils ont activé d'autres sites Internet où ils sont interrogés par d'autres acteurs sur d'autres plateformes. Donc, ils sont toujours là. On a pu observer qu'il y avait en fait deux lignes possibles, qui étaient plutôt les postures de type clairement plutôt politique et les postures plutôt spirituelles, voire religieuses. Et ça, on peut toujours l'observer. Moi, je fais l'hypothèse que la posture politique, elle risque de perdurer dans la mesure où Donald Trump, on peut voir qu'il veut revenir sur la scène. Donc, ça va continuer, je pense, à nourrir certains discours QAnon. Et dans les acteurs qu'on a pu observer, les discours à dimension plutôt spirituelle et religieuse, elles sont toujours là aussi. On n'a effectivement pas encore suffisamment de recul, mais on remarque quand même que l'hybridation de ces deux champs, elle perdure, et puis que ça a eu un effet quand même durable, que même s'il y avait déjà des germes
de l'un dans l'autre, que ce n'était pas deux courants purement définis. La dimension politique des groupes, des plateformes qui étaient plus orientées sur des questions spirituelles sont restées politisées et inversement. Mhm. Et on pourrait aussi peut-être ajouter une observation, c'est que les références strictes à QAnon s'atténuent. Elles continuent d'apparaître, mais de manière beaucoup plus implicite. Et c'est plutôt la dimension du complot mondial, du deep state, la critique systématique de la gestion de la crise sanitaire et les mesures anti-Covid qui prédominent, et disons aussi une multiplication en fait de ces espaces de diffusion. S'il y avait avant une émission ou deux émissions centrales de plusieurs heures par semaine, maintenant il y a vraiment une séparation entre plein de petites émissions qui ont chacune un thème avec différentes invités qui viennent d'univers très différents, mais autour de thématiques qui les font en fait dialoguer à travers différentes approches, et qui sont souvent la thématique du complot, la gestion de la crise, les mesures, ce qui est considéré comme des mensonges, etc. Cette politisation du New Age, d'après ces quelques éléments de recul que vous avez, ça a plutôt l'air de devenir quelque chose de structurant plutôt qu'une toquade passagère. Je dirais que c'est surtout le contexte de la crise sanitaire qui l'a favorisé. Il faut voir comment elle évolue. Pour l'instant, avec le recul qu'on a, on pourrait dire qu'elle est conjoncturelle. Il ne faut pas du tout oublier les actrices et acteurs de ces milieux-là qui ne sont pas du tout en phase avec ce discours qui occupe beaucoup d'espace dans la sphère publique, mais du coup, on n'arrive pas encore à estimer le poids de la partie immergée et celle qui est plus visible. Peut-être une dernière question en revenant sur la question méthodologique, c'est-à-dire ce que vous appelez cette ethnographie. Est-ce que c'était quelque chose de relativement inédit ou nouveau pour vous? Est-ce que le bilan que vous en faites est celui d'un outil qui est porteur pour observer des phénomènes de ce type, ou alors c'était vraiment quelque chose de très conjoncturel parce que c'était un phénomène qui avait une vie particulièrement active sur les réseaux sociaux, mais c'était plutôt une exception? Pour ma part, c'est une méthode que j'ai beaucoup utilisée dans le cadre de ma thèse sur le néo-chamanisme et les réseaux entre l'Amérique centrale et l'Europe, et notamment plutôt un outil qui permet en fait d'identifier des interlocuteurs ou des interlocutrices avec qui j'aurais pu avoir des entretiens, mais qui permet aussi parfois de faire des observations directes, des analyses de discours justement, et de voir un peu comment les interactions elles prennent place, et aussi les renvois d'une page à une autre. Donc, je pense que ça peut être très, très utile, effectivement, pour aussi avoir cette dimension de réseau qui est en fait assez caractéristique de la mouvance New Age, des nouvelles spiritualités, qui est vraiment bien construite sous la forme non pas de mouvements structurés avec des frontières qui sont clairement identifiables, mais plutôt très fluides, en réseau, justement qui traversent les frontières nationales. Mais c'est aussi une méthode ou un outil qui peut avoir certaines limites et qui pose aussi des questions à la fois déontologiques par rapport au fait de déclarer ou non sa recherche, de pouvoir directement rentrer en contact ou non avec des acteurs, d'avoir cette posture un peu d'observation qui est anonymisée. Mais aussi, c'est un outil qui est limité, parce qu'à part de l'analyse de discours, d'observer certaines interactions, c'est vrai qu'il y a d'autres outils de récolte de données qui permettent réellement d'approfondir une recherche. Je pense qu'après, il faut aussi faire cette différenciation entre les acteurs qui vont être des diffuseurs de discours et puis après ceux qui vont être les récepteurs. Et parfois, il y a certaines études qui utilisent aussi l'ethnographie numérique. Parfois, même si on veut étudier les récepteurs, même si on va étudier parfois certains commentaires ou interactions qui ont lieu en ligne, il ne faut pas perdre de vue non plus que même si ça reste très intéressant et utile, les attitudes des acteurs en ligne, elles peuvent parfois être très différentes de celles qu'ils vont avoir dans la réalité. Moi, j'avais vu dans le cadre de ma thèse, on peut très bien, comme on peut le dire dans ce milieu, être un troll sur Internet et pas du tout se conduire de cette façon dans sa vie de tous les jours. Donc, il faut être attentif à ces limites-là aussi. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas évoqué. C'est la question du naturalisme. Oui. C'est une question intéressante que vous aviez posée. Ça prolonge aussi les questions sataniques et des ennemis qui sont désignés. En fait, il y a deux ennemis qui sont désignés principalement et qui reviennent très régulièrement. C'est la question du revenu universel
qui est désigné explicitement comme satanique par certains acteurs et actrices, sans que ça soit vraiment explicité pourquoi. Mais c'est toujours, ils sont très elliptiques. Et l'autre figure qui repousse, c'est celle du transhumanisme. Et puis, du coup, se dessine là en creux une façon que les relais de ces thèses ont ici, qui est donc anti-transhumaniste et anti-revenu universel. Et alors, la critique qui est faite, elle est pas forcément toujours très bien articulée. C'est des éléments repoussoirs qu'on voit aussi dans le film Hold Up, d'ailleurs. Par contre, ce qui se dessine derrière ces deux figures et dans cette opposition à ces deux figures, c'est une façon de percevoir la nature. Et on ne sait pas encore très bien comment désigner cette forme de naturalisme, parce que c'est un naturalisme qui ne renvoie pas à la nature des scientifiques ou des philosophes naturalistes, qui serait d'une nature évolutive et foisonnante, mais ça renvoie à une nature figée et qui est une sorte de façon de concevoir, de naturaliser ou d'essentialiser le social, mais même pas le social tel qu'il existe, parce qu'il est lui-même évolutif et foisonnant, mais un certain social supposé. Donc, on ne sait pas encore exactement comment désigner ce naturalisme social plutôt conservateur, mais cette conception de la nature, elle nous paraît aussi être un des points clés à explorer encore dans les travaux à venir. Et donc là aussi, il y aurait une sorte d'essentialisme d'une notion révélée de nature quelque part. Il y a certains auteurs qui opposent du coup le transhumanisme au bioconservatisme. Et puis, on serait quelque part là-dedans, mais avec une idée d'une pureté de la nature qui est très étrange, en fait. Et dont on ne trouve pas une source, je veux dire, des écrits qui codifient cette vision-là. À ce jour, on n'a pas encore trouvé. Il y a beaucoup de sources qui sont mobilisées un peu de manière foisonnante et très spontanée. Elles sont très, très hétérogènes. Ça va de rapports piochés sur le net à Sartre, à des auteurs liés à leur champ du développement personnel, beaucoup de références aussi à leurs propres livres, aussi, qui étaient des livres largement vendus à la Poste quand la Poste vendait des livres. Et, beaucoup d'autoréférences, mais qui finissent par devenir des sortes de normes dans ces milieux, où en fait, c'est là où on voit que c'est des sous-cultures, parce que les différents acteurs les individus qui font circuler dans ces milieux auront tous lu les mêmes livres, mais que nous, qui n'appartenons pas à ces milieux, on ne connaîtra pas forcément. Donc oui, il y a une sorte de sous-culture intellectuelle aussi, en fait, une culture intellectuelle parallèle, on pourrait dire. C'est tous ces paradoxes, mais aussi ce dont on a parlé avant, ce confusionnisme en fait entre des acteurs qui viennent de bords politiques extrêmement différents et de trajectoires et de parcours. Alors nous, on a pris le parti de ne pas les citer là maintenant nommément, mais il y a des rencontres, on se dit quand même, tiens, que ces personnes dialoguent ensemble autour de ces questions, c'est très surprenant en fait.